Bonjour à tous, je m'appelle Francine Forgette-Marin, je suis directrice Affaires santé et recherche au Québec pour la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC et je serai la modératrice pour toute la durée du webinaire. Alors, c'est avec un grand plaisir que nous vous présentons aujourd'hui notre webinaire qui s'intitule L'autogestion de la santé et des soins pendant la pandémie de la COVID-19 pour les personnes ayant subi un AVC ou vivant avec une maladie du cœur ou un déficit cognitif d'origine vasculaire. Ce webinaire fait partie de la série de webinaires que Cœur et AVC déploie pour répondre à vos questions durant cette période inhabituelle. Avant de vous présenter vos conférenciers, je veux d'abord vous transmettre quelques informations techniques. Donc, tel qu'indiqué dans la diapositive, vous devriez être en mesure d'écouter la présentation avec les haut-parleurs de votre ordinateur ou vous joindre par téléphone. Par contre, votre micro sera désactivé. Vous pouvez également déplacer l'écran, l'agrandir ou le réduire à votre guise pour visualiser la présentation. Pour la période de questions à la fin, vous avez la possibilité de nous envoyer vos questions par écrit dans la section Questions. Une fois que les conférenciers auront terminé la présentation, je pourrai les leur transférer. Si vous éprouvez des difficultés techniques, n'hésitez pas à nous écrire dans cette même boîte à droite sur votre écran tout au long de la séance. J'aimerais simplement vous mentionner de vous assurer que vous êtes bel et bien inscrite à la formation via la plateforme GoToWebinar. Ceci nous permet d'un côté de connaître le nombre de participants, mais aussi de vous transmettre par la suite le lien pour réécouter l'enregistrement du webinaire sur YouTube, ainsi qu'un court sondage pour avoir vos commentaires et suggestions qui vous donnera accès à un certificat de participation. C'est très important pour nous de recevoir votre rétroaction pour nos futurs webinaires. Allons-y avec le webinaire. Nous sommes très heureux de partager un moment avec vous aujourd'hui sur l'autogestion de la santé et des soins pendant la pandémie de la COVID-19. Cette présentation permettra de discuter des implications de la COVID-19 sur les personnes ayant une expérience vécue avec les maladies du cœur, l'AVC et les déficits cognitifs d'origine vasculaire, y compris les aidants et les membres de la famille. Il permettra également de discuter des questions de santé mentale et cibler des stratégies clés d'adaptation. Alors, notre premier conférencier pour aujourd'hui, Dr. Christian Staff, qui est neurologue et professeur titulaire au département de neurosciences à l'Université de Montréal. Il est également directeur adjoint scientifique à la recherche clinique au Centre de recherche du CHUM. Je vous souhaite donc un bon webinaire et je passe la parole à Dr. Staff. Oui, bonjour tout le monde. Merci de prendre le temps de parler AVC quand tout le monde parle COVID-19. J'ai préparé quelques diapositives pour vous pour illustrer l'importance de continuer à parler de cette pathologie qui nous concerne tous. Alors, là, j'attends un lien d'activation qui me permettra de faire bouger ma présentation. Voilà, ça commence là. Et puis, c'est bien. Alors, l'AVC ne perd rien de son importance et de sa gravité dans la période actuelle. La prise en charge des AVC aigus reste un défi d'autant plus grand parce que tout le système de la santé est actuellement freiné par la pandémie. Alors, quand on dit AVC, vous le savez bien, probablement, qu'on a deux grands groupes d'AVC, l'un aussi important que l'autre. Il y a l'hémorragie dans le cerveau parce qu'il y a un vaisseau qui s'est rupturé. On parle aussi d'AVC hémorragique ou de l'hémorragie cérébrale. Et puis, il y a l'AVC le plus fréquent, qu'on appelle l'AVC ischémique ou l'infarctus cérébral, c'est quand une artère se bloque dans le cerveau. Alors, ça arrive quotidiennement
et ça s'exprime indépendamment du type, toujours par les mêmes symptômes. Et j'aimerais bien vous resensibiliser à l'arrivée de ces symptômes parce que dans la période actuelle, la personne atteinte d'un AVC a besoin de vous pour déclencher l'appel à l'urgence. L'AVC commence toujours brutalement et ça peut être par le biais d'un trouble du langage, par le biais d'une paralysie du visage, ça peut être associé à une faiblesse d'un bras et puis ça peut aussi impliquer la jambe ou tous les trois niveaux. Alors, face à cette symptomatologie-là, qu'on soit en phase de pandémie ou non, il y a toujours la même conséquence. La conséquence étant, si vous êtes face à quelqu'un qui développe ces symptômes-là, il faut appeler le 911 immédiatement et sans délai, parce que, comme on dit, le cerveau, c'est le temps qui passe, et avec le temps qui passe, on perd du cerveau face à un AVC. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a des chercheurs, donc mes collègues, qui ont calculé qu'à partir du moment où l'AVC arrive, on perd en moyenne 1,9 million de neurones, de cellules cérébrales, chaque minute. Et c'est pour ça, c'est si important. C'est malgré le distancement social, malgré l'isolement de certaines personnes, qu'il faut rester en contact, il faut se parler. Et si on se rend compte que quelqu'un qui est avec nous ou avec qui nous sommes à distance développe ces symptômes-là, c'est chaque minute qui compte et c'est votre intervention d'appeler le 911 qui compte. Vous vous souvenez, ceux qui s'y intéressent, qu'on a créé une formule vite qui vous rappelle toujours dans la tête de penser au visage, l'incapacité de lever les bras normalement, qu'il y a des troubles de la parole qui peuvent être associés et que ça reste une extrême urgence qui nous incite à appeler le 911. Alors, qu'est-ce qui se passe après avoir appelé le 911? Urgence Santé traite une suspicion d'AVC avec le même niveau d'urgence que l'infarctus du myocarde. Douleur de la poitrine, c'est aussi urgent que les symptômes d'AVC quand vous appelez 911. Urgence Santé va tout faire pour transférer le patient concerné dans un centre qui a une disponibilité d'imagerie cérébrale 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. C'est en règle générale le scan cérébral et l'angioscan cérébral. Ça peut aussi être la résonance. Et puis, c'est cet examen-là qui va permettre aux équipes de distinguer entre l'AVC ischémique et l'AVC hémorragique pour une intervention médicale, pour une éventuelle intervention qui parfois permet de faire disparaître l'AVC, et puis pour être hospitalisé dans une unité AVC spécialisée qui commence la rééducation quasiment le lendemain de la survenue de cet AVC. Alors pour nous, les professionnels de la santé, notre défi, c'est que cette filière qui fonctionne toujours très bien a subi des ralentissements liés à la nature de la pandémie virale actuelle. Les transferts se passent plus lentement. Il faut sécuriser les patients, il faut sécuriser les équipes contre une éventuelle contamination par les virus. Et puis même le trajet intra-hospitalier pour réaliser l'imagerie, pour accéder au traitement, est actuellement ralenti par des mesures de précaution qui nous protègent contre d'éventuelles contaminations ou infections par le virus qui transmet le COVID-19. Une fois ces obstacles surmontés, je vous ai mentionné,
d'être hospitalisé dans une unité AVC spécialisée est primordial parce que c'est ici que se font le bilan diagnostique, le cœur, la pression artérielle, des maladies concomitantes comme le diabète, les problèmes de respiration. Nous gérons et nous luttons contre toute source de fièvre qui a un impact sur la morbimortalité post-AVC. On monitore la déglutition pour éviter des infections des poumons. On surveille les possibilités de hypertension intracrânienne, de complications comme des crises d'épilepsie. Et comme je vous l'ai déjà mentionné, nous commençons quasi immédiatement les premières mesures de rééducation et de réadaptation en collaboration avec les équipes de physiothérapie, d'orthophonie et d'ergothérapie. Rien que le fait d'être hospitalisé au bon endroit, au bon moment, sans aucune intervention plus spécifique, vous évitez 20% des décès, 20% d'handicap chronique et vous assurez un retour de plus de 40% des patients atteints d'un AVC aigu à son domicile. Et je répète, c'est à vous de réagir face à quelqu'un qui subit un AVC pour déclencher la trajectoire que je vous ai dessinée et de permettre le transfert dans un centre spécialisé pour améliorer les choses. Puisqu'on a encore quelques minutes, je vous rappelle, il y a l'hémorragie cérébrale et l'infarctus qui est plus fréquent, donc je vais me concentrer sur la prise en charge de l'infarctus. Donc, je vous rappelle les mesures d'intervention que nous avons dans les centres spécialisés. L'AVC ischémique se passe dans une artère cérébrale. C'est les artères qui peuvent se bloquer par le biais d'un caillot de sang que je vous ai dessiné ici. Donc, au moment où le caillot bloque l'artère, l'AVC commence. À partir de maintenant, il y a le tissu cérébral qui dépend de cette artère qui est à risque et qui perd 1,9 million de cellules nerveuses par minute. Notre objectif en tant que médecin, grâce à vous qui avez reconnu les symptômes du patient, et parce que vous avez appelé le 911, notre objectif de médecin, c'est de recanaliser cette artère. Si on arrive à faire ça en moins d'une heure, en règle générale, on a une bonne chance pour que ça ne laisse même pas de traces. Et on parle dans ces cas-là aussi d'un accident ischémique transitoire. Mais dans la majorité des cas, il y a le caillot qui va rester dans l'artère et qui va donc mettre à risque le cerveau. Notre objectif de médecin qui accueillons le patient, c'est de contourner l'infarctus cérébral en recanalisant rapidement cette artère qui s'est bloquée. On a principalement deux outils. On a un médicament, on appelle ce traitement la thrombolyse IV, et ce médicament a le potentiel de déboucher chimiquement l'artère qui est bloquée. Mais nous sommes limités dans le temps. Nous n'avons que 4 heures et demie pour appliquer ce médicament. C'est un médicament qui est disponible dans les centres AVC 24 heures sur 24. Les neurologues sont disponibles pour l'administrer, mais il n'est efficace que 4 heures et demie à partir du début des symptômes. Et là encore, on a besoin de vous d'appeler 911 pour aviser le système qui est une victime qui vient de subir un AVC afin qu'on puisse appliquer ce traitement. Deuxième méthode de recanalisation, et c'est pour les AVC ischémiques les plus lourds. Il y a une grosse artère qui s'est bloquée et le médicament souvent n'arrive pas à débloquer l'artère. C'est dans ces cas-là qu'on passe à ce qu'on appelle la thrombectomie. On retire le caillot de sang en montant avec une sonde dans les artères qui retire mécaniquement le caillot de l'artère et qui va donc
recanaliser l'artère bloquée et donner une chance au cerveau de récupérer. La disponibilité de cette méthode est limitée aux grands centres tertiaires d'AVC. Donc, dans la province, c'est nous au CHUM, c'est McGill, Sherbrooke et l'Enfant Jésus à Québec. Donc, dépendant des distances, Urgence Santé et les autres organismes vont tout faire pour adresser le patient rapidement à l'un de ces centres. C'est une intervention complexe mais très efficace. Une fois le caillot disparu et retiré, c'est le travail des médecins de trouver aussi la cause de ce qui a provoqué le caillot pour qu'il n'y ait pas de deuxième par la suite. Et c'est ce qu'on appelle la prévention qui dépendra des causes de l'AVC. Voilà, tout ça pour vous dire et redire que pour sauver une victime d'AVC des séquelles que l'AVC risque d'infliger, il faut réagir vite. Le cerveau perd près de 2 millions de neurones par minute. Il y a chaque minute qui compte. Et donc, ça dépend de vous, face à une victime d'AVC aigu, de vous rappeler de la formule vite et d'appeler immédiatement le 911. Dans la période actuelle, Urgence Santé et les autres organismes font tout pour assurer que cette filière reste fonctionnelle. Le défi dans le contexte de la pandémie, pour nous tous, c'est de rester en communication avec nos membres de la famille, de se parler régulièrement, d'appeler nos aînés pour lesquels c'est trop dangereux pour leur rendre visite et de réagir face à une situation d'urgence immédiatement pour ne pas perdre du temps si jamais un membre de la famille, un ami ou une connaissance développe des symptômes d'AVC. Bon, j'espère que ça vous a illustré que malgré une période difficile pour toute une autre raison, l'AVC reste un enjeu et que le système de santé fait tout pour offrir les meilleurs soins malgré les difficultés structurelles qui s'imposent actuellement. Merci beaucoup. Je suis disponible pour vos questions dans la période à la fin de notre webinaire. Merci beaucoup, Dr. Staff. Nous passons à notre deuxième conférencier, Dr. Nicolas Noiseux, qui est chirurgien cardiaque au sein de l'équipe du CHUM et chercheur au Centre de recherche du CHUM dans l'axe cardio-métabolique. Il est professeur titulaire à l'Université de Montréal, directeur de la recherche division chirurgie cardiaque et chercheur boursier clinicien senior du FRQS. Après une formation postdoctorale de 2 ans à l'Université de Harvard, il a établi un groupe de recherche multidisciplinaire évaluant la transplantation de cellules souches pour le traitement des maladies cardiovasculaires. Il a entraîné plusieurs étudiants, écrit plus de 120 papiers scientifiques, donné plus de 350 présentations dans des congrès nationaux et internationaux et est membre de plusieurs sociétés savantes prestigieuses pour lesquelles il agit comme expert réviseur. Alors, je passe donc la parole à Dr. Noiseux. Merci beaucoup, Francine, pour l'introduction. Ce n'était pas nécessaire. Je voulais remercier la Fondation des maladies du cœur et AVC parce que c'est un sujet qui est très important. Et puis, je voudrais saluer l'excellente présentation de mon collègue du CHUM, Dr. Staff, parce que on vit une période évidemment stressante. On ne parle que des virus, mais il faut continuer à parler des maladies du cœur. Et encore une fois, je suis très heureux aujourd'hui de partager avec vous les expériences que j'ai de mon quotidien avec les patients, mais aussi avec les autres médecins. Alors, premièrement, on va parler du COVID-19. Alors ici, mes enfants m'ont fait une petite représentation de à quoi ressemble le virus. Alors, le fameux COVID-19 est un virus qui est transmissible, comme on le sait, par les gouttelettes d'un patient atteint vers un autre. Donc, c'est quand même un virus qui est assez contagieux, qui peut survivre plusieurs heures, voire même quelques journées sur des surfaces inertes. Et la question maintenant, allons tout de suite savoir ceux qui souffrent des maladies cardiovasculaires, donc des problèmes au niveau des artères, des patients qui ont des complications d'infarctus, ceux qui souffrent d'insuffisance cardiaque. Donc, tout l'ensemble sont des maladies cardiovasculaires. La question qui est importante, c'est de savoir est-ce que je suis plus à risque d'attraper le virus? La réponse est non.
OK? Le virus peut affecter tout le monde de la même façon. Et ce n'est pas parce que vous avez des maladies sous-jacentes que vous êtes plus à risque d'attraper la maladie. Cependant, les gens qui ont des comorbidités ou d'autres maladies associées vont avoir plus de risques d'avoir des complications reliées à la maladie ou pourraient avoir la maladie virale beaucoup plus sévère. On va y revenir un petit peu. L'autre question qu'on se fait demander, est-ce que, par exemple, si j'ai une valve mécanique, est-ce que je suis plus à risque d'avoir des complications? Le virus n'est pas comme une bactérie qui peut attaquer dans votre sang les valves. Alors, tout de suite, rassurez-vous, il n'y a pas plus de risque de contamination au niveau de vos implants, que ce soit, par exemple, des pacemakers, des sondes, des batteries, des cardiostimulateurs, des défibrillateurs ou des valves. Mais il faut comprendre, encore une fois, que le risque de développer la maladie et les symptômes pourraient être aggravés si vous êtes porteur de prothèses, par exemple, pacemaker ou des valves mécaniques. Il faut comprendre aussi une autre chose que les gens ont peur, à savoir, est-ce que j'ai plus de chances de complications si je suis âgé? Là, il faut comprendre aussi une autre association entre les maladies cardiovasculaires et le fait d'être âgé. Dans d'autres pays qui ont eu la maladie plus tôt, que ce soit en Asie ou en Europe, on a vu beaucoup plus de décès chez les personnes âgées. Et souvent, les personnes âgées vont avoir comme autre comorbidité, par exemple, des maladies cardiovasculaires, du diabète, de la haute pression ou même du cholestérol. Alors, la communauté scientifique se pose la question maintenant à savoir, est-ce qu'on a plus de chances de complications si on a la maladie cardiovasculaire ou si c'est le fait d'être âgé? Il faut comprendre que la relation est un peu complexe, mais comme on le voit avec d'autres maladies, comme par exemple la grippe ou d'autres infections virales ou bactériennes, le fait d'avoir du diabète, le fait d'avoir des maladies cardiovasculaires vont mettre les gens plus à risque de complications. Donc, le lien est un peu complexe, mais il faut quand même faire attention. Une autre chose qu'on se fait demander puis qu'on observe aussi, c'est de voir, par exemple, que chez les patients qui ont eu la forme sévère, qui peuvent se retrouver, par exemple, aux soins intensifs ou nécessitant, par exemple, une ventilation mécanique, on a noté des dommages cardiovasculaires beaucoup plus importants chez ces personnes-là. Puis on a vu que dans les personnes qui décédaient suite aux complications, il y avait plus de complications au niveau cardiaque. Alors, il faut comprendre aussi que le virus comme tel n'atteint pas nécessairement les différents organes, mais souvent l'infection pulmonaire qui est secondaire à l'infection virale. Les patients vont, par exemple, nécessiter des ventilations mécaniques, donc un ventilateur, et vont avoir, par exemple, une diminution d'oxygène. Toute cette réaction inflammatoire, puis le fait de manquer d'oxygène, peuvent entraîner des complications dans les organes qui seraient fragiles, comme le cerveau, comme on a vu tantôt, au niveau du cœur, des reins et d'autres organes vitaux. Donc, encore une fois, la relation est un peu difficile à mettre en évidence, mais il y a des études qui ont démontré, par exemple, avec d'autres sortes de virus, que le COVID-19 pourrait en effet induire une certaine de myosite ou de myocardite, puis qui pourrait induire une augmentation, par exemple, des enzymes cardiaques. Une autre chose qu'on peut voir avec la réaction inflammatoire systémique, on pourrait voir une augmentation, par exemple, des syndromes coronariens aigus, c'est-à-dire les patients présentant de l'infarctus ou de l'angine suite, par exemple, à la contamination avec le COVID-19. Encore une fois, la relation est un peu difficile à mettre en évidence, mais l'expérience, de par ce qu'on voit, par exemple, avec la grippe ou d'autres infections, démontre que la réponse inflammatoire systémique causée par l'infection virale pourrait rendre une plaque ou un caillot dans une artère instable et pourrait faire en sorte que ce caillot pourrait obstruer éventuellement les artères ou même aller emboliser. Donc oui, il y a un certain risque si on veut augmenter d'avoir des complications cardiovasculaires. Une autre chose qu'on va voir aussi, ça c'est bien important de comprendre, que les symptômes reliés à la maladie du COVID-19 versus les maladies cardiovasculaires sont très semblables. Et c'est là que ça cause des fois difficulté à faire la différence entre si quelqu'un n'a que l'infection virale ou si on a une infection qui peut compliquer avec des maladies cardiovasculaires. C'est important de comprendre que la présentation classique de l'angine ou de l'infarctus inclut d'avoir de la dyspnée, de l'essoufflement, inclut d'avoir des douleurs ou une oppression dans le thorax, dans les poumons. Jusqu'ici, les deux symptômes ou les deux modes de présentation peuvent se ressembler. L'infection virale, maintenant, va souvent entraîner des maux de gorge, de la toux,
va entraîner surtout de la fièvre. Et ça, ce sont des choses qu'on ne voit que très peu ou rarement avec des maladies cardiovasculaires. Donc, il faut être très à l'écoute de symptômes et faut se souvenir que les maladies cardiovasculaires peuvent se présenter des fois plus subtilement, comme par exemple, on sait qu'il y a des différences entre chez l'homme et la femme. Chez l'homme, souvent, on a des douleurs au bras gauche, irradiation, par exemple, à la mâchoire, des choses qu'on voit un peu moins chez les femmes qui présentent les mêmes complications. Donc, c'est important de garder ça à l'esprit. C'est important dans cette période de pandémie virale de se souvenir que la maladie cardiovasculaire est toujours présente et qu'on se doit d'être à l'affût de ces symptômes. Une autre chose qu'on se fait poser, nous, comme médecins, puis qu'on doit faire face au quotidien, c'est le nombre de patients qui sont en attente d'une opération, d'une intervention ou d'une visite chez le médecin. Par exemple, on sait que certains hôpitaux se sont consacrés surtout à la guerre contre l'infection virale. Donc, beaucoup de patients dans les hôpitaux vont réquisitionner, si on veut, les ressources. Donc, ça veut dire que les lits sont occupés par des patients atteints de la COVID-19. Ce faisant, beaucoup de patients aujourd'hui vont être en attente à la maison d'une intervention ou encore une fois d'un diagnostic. C'est important de rappeler que si votre médecin a jugé bon que vous pouviez retourner à la maison, mais que si votre état se détériore, c'est important de communiquer avec votre équipe médicale ou faire le 911 rapidement si vous avez des symptômes aussi légers soient-ils. Ça, c'est important de le savoir. Maintenant, il y a des questions concernant la prise de médicaments. Il y a des choses qui ont été véhiculées sur l'Internet ou dans les journaux qui pourraient dire que la prise de certains médicaments pour traiter les maladies cardiovasculaires ou l'hypertension pourrait augmenter les risques de contamination avec le virus. C'est une chose encore qui est à l'étude. On sait que le virus va atteindre les voies respiratoires, les poumons, la gorge, le nez, en infectant des cellules et va utiliser le même récepteur qui est ciblé par des molécules, des médicaments qui traitent l'hypertension artérielle. Mais encore une fois, c'est important de se souvenir qu'il faut continuer à prendre les médicaments tels que prescrits par votre médecin et de ne pas changer la prise de médicaments sous aucun prétexte sans en avoir préalablement l'autorisation par son équipe de suivi médical. Alors moi, je pense qu'ici, on fait le tour un peu des messages clés, des questions qu'on se fait poser, nous, à l'hôpital. Et encore une fois, mais je vais me faire un grand plaisir de répondre si vous avez des questions un peu plus spécifiques, aussi parfois anodines, les gens peuvent se poser, mais ça nous fait plaisir de vous aider. Puis il ne faut pas oublier, encore une fois, que même si on ne parle que du virus, c'est bien important de continuer à être à l'écoute des symptômes et surtout de faire en sorte de suivre les mesures qui sont préconisées pour se protéger contre l'infection. Parce qu'au bout du compte, la meilleure façon, c'est de prévenir, comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir. Alors, je vous repasse maintenant à Francine, puis je serai à la fin pour répondre aux questions si vous en avez. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Noiseux. Alors, je vous présente notre troisième conférencière, Dr. Olivia Regnault, qui est psychologue clinicienne au Centre hospitalier de l'Université de Montréal auprès de patients ayant fait un AVC et de patients atteints d'épilepsie. Elle donne également des formations au personnel hospitalier et travaille en bureau privé. Alors, à vous, Dr. Regnault. Oui, donc bonjour tout le monde. Merci beaucoup déjà de l'invitation. Je suis bien contente de pouvoir parler avec vous de santé mentale aujourd'hui et merci à mes deux collègues pour leur précision. Écoutez, c'est sûr que je peux pas commencer aujourd'hui sans préciser, et c'est important, que les réactions psychologiques, l'anxiété même qu'on ressent tous à travers cette crise ou qu'on a tous déjà ressenti, sont normales et attendues. C'est certain, même quand on parle par exemple de la peur, on est devant une situation en ce moment mondiale avec beaucoup d'incertitudes, beaucoup de points d'interrogation et également le facteur de nouveauté, le facteur du fait qu'on connaît encore peu ce fameux virus. Mais j'aimerais qu'on regarde aujourd'hui ensemble des stratégies pour que cette peur, cette anxiété, comment on peut faire pour garder un certain contrôle et qu'elles ne deviennent pas trop envahissantes et finissent par nous nuire, dans le fond. Puis une précision importante que je voudrais vous mentionner, on est tous différents, on a tous nos réactions, donc je vous encourage aussi aujourd'hui à regarder quelles stratégies, parmi celles que je vais mentionner, lesquelles vous parlent,
puis à évidemment les garder. S'il y en a qui vous parlent moins, c'est bien correct aussi, on est vraiment différents. Et cette idée aussi de peut-être poursuivre la réflexion ensuite par vous-même sur certains points que je vais amener. Donc, si on commence par les pièges, c'est-à-dire les attitudes ou les façons de penser qui peuvent en fait augmenter notre anxiété. Au lieu de nous aider, j'en ai identifié 3. C'est sûr qu'il y en a d'autres, mais j'en ai identifié 3 pour vous. Et pourquoi je trouve important de voir ces pièges-là, de porter notre attention sur les pièges, c'est que c'est souvent la première étape, non seulement pour les éviter, ou des fois pour trouver une alternative qui nous convient mieux. Donc, un premier piège, puis je suis contente parce que ça fait du pouce sur ce que Dr Staff et Dr Noiseux ont dit. C'est le piège à cause de l'anxiété, du stress, de toute la place que prend le coronavirus en ce moment, le piège, ce serait de se laisser prendre par cette anxiété-là et même de délaisser notre condition physique, on pourrait dire de base, ou comme on le disait, nos conditions médicales sous-jacentes. Puis je vous dirais, des fois, ça se fait un peu sournoisement, mais c'est facile avec tout ce qui se passe en ce moment, perdre notre routine, faire attention aussi au niveau de la prise de médication. Comme on disait, il faut continuer d'y porter une attention, continuer de bien faire attention aux mesures d'hygiène de vie qui fonctionnaient déjà pour vous avant la pandémie, que ce soit physique ou psychologique. Donc, bien important en ce moment, on parle souvent de routine aussi, mais ce qu'on veut dire, c'est tenter autant que possible de garder nos bases et nos repères. Ça va beaucoup aider. Puis évidemment, je m'adresse bien sûr aux gens là, qui ont déjà fait un AVC, par exemple, et on peut penser qu'il y avait déjà de la médication que vous aviez à suivre et d'autres mesures d'hygiène de vie avant que la pandémie débute. Donc, on veut maintenir ça autant que possible. C'est bien important. Un deuxième piège, ce serait, puis je le vois des fois chez certains patients, de devenir plus dur ou plus rigide envers soi-même dans le contexte actuel. Puis je vous donne un exemple. C'est sûr que oui, justement, il y a des grandes consignes comme bien manger, faire attention à soi, faire du sport. Mais je vous encourage aussi, on pourrait dire, à travers ces consignes, à les personnaliser. C'est-à-dire, c'est quoi pour vous, pour votre santé mentale qui fait, je dirais, réellement du bien. Puis l'exemple que je voulais vous donner, c'est une patiente encore hier qui me disait Olivia, j'aimais pas trop le jogging avant la pandémie, puis justement, c'est pas parce qu'on est dans le contexte actuel que je vais me mettre à adorer ça. Donc, vous me suivez. On peut dire que pour elle, si c'est pas une stratégie sportive, actuellement, c'est correct, mais peut-être qu'il y a d'autres choses sportives, d'autres alternatives qu'elle peut trouver. Et en fait, je trouve que le piège, ce serait de se dire aussi qu'il y a une bonne et une mauvaise façon de vivre notre confinement et la pandémie actuellement. Il n'y en a pas de bonne ou de mauvaise, il y a votre façon et c'est important pour chacun de se questionner sur ce qui nous fait réellement du bien puis ce qui nous aide réellement en ce moment. Oui, mon troisième et dernier piège, je l'ai appelé l'accumulation. Et vous savez, c'est certain, vous l'avez remarqué, on n'est pas dans un stresseur ponctuel en ce moment. Au contraire, on est dans un stresseur de longue durée, je dirais même de durée inconnue. Donc, c'est facile aussi, vous savez, un peu comme un épuisement graduel, de pas se voir aller si on se questionne pas un peu sur comment on va au fur et à mesure et d'arriver dans quelques semaines, quelques mois complètement épuisé. C'est certain qu'on veut éviter ça. Et l'image que je donne souvent à mes patients, vous savez, c'est l'élastique, que on serait un peu tous comme un élastique avec, oui, une certaine capacité à en prendre, à s'étirer, mais c'est certain qu'un élastique qui est tendu de manière trop forte pendant trop longtemps, vous me voyez venir, non seulement l'élastique peut briser, là, évidemment, ce qu'on veut éviter le plus possible, mais même un certain phénomène d'usure à la longue. Et d'ailleurs, par rapport à l'accumulation, je me permets de préciser un point important au sujet de la communication. Ne pas sous-estimer, s'il vous plaît, puis là aussi, je m'adresse aux proches, qui, entre autres, qui écoutent, mais de s'assurer, ça peut permettre de faire sortir les choses au fur et à mesure. Puis vous savez, ça peut être des petites questions simples comme « Comment ça va? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour toi aujourd'hui? » Donc, de toujours garder le canal de la communication ouvert, ça va beaucoup nous aider en ce moment.
et de faire attention aussi à ne pas prendre pour acquis qu'on sait ce que l'autre veut ou qu'on devine les besoins de l'autre. S'il vous plaît, allez vérifier, ça va beaucoup aider. Donc, si on résume les 3 pièges que je viens de vous mentionner, on a dit délaisser comme nos besoins de base, moins prendre soin de soi au niveau physique. Attention à ça, parce qu'on est trop envahi psychologiquement. Deuxième piège, ce serait de devenir trop dur envers soi-même. C'est une période, au contraire, où on veut cultiver la douceur, la bienveillance, être plus tolérant envers nous-mêmes. On fait tous du mieux qu'on peut actuellement. Et un troisième piège, ce serait de ne pas adresser les difficultés au fur et à mesure. Maintenant, si on regarde des stratégies plus spécifiques, personnalisées dont je voulais vous parler aujourd'hui. La première, je l'ai appelée se poser les bonnes questions. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous pensez qui se passe si je suis là aujourd'hui, jeudi, en train de me demander, qu'est-ce qui va se passer avec mon emploi, mettons dans un mois, quand est-ce que je vais pouvoir sortir de chez moi, comment ça va aller pour ma famille, on s'entend. Ce genre de questions, de 1, c'est impossible à répondre, et de 2, c'est de la nourriture parfaite pour votre anxiété, parce que ce sont des éléments sur lesquels on a peu de contrôle au jour d'aujourd'hui. Et vous savez, le fameux hamster, là, quand l'anxiété, ça se met à tourner, puis là, on se dit, puis d'un coup, qu'il arrive ça, puis s'il arrive telle autre chose, puis là, on est trop loin, on est parti dans notre tête, et ça peut être assez nocif. Je vous propose des questions plus à court terme. Dans le moment présent, même ciblé sur aujourd'hui, comment je débute ma journée aujourd'hui? Qu'est-ce qui pourrait m'aider aujourd'hui? Qu'est-ce qui me ferait du bien? Ça, c'est vraiment des questions qui vont être plus utiles, surtout qu'elles sont aussi plus susceptibles de générer ensuite des actions concrètes qui vont vous faire du bien plus rapidement. Deuxième stratégie pour vous, moi, je l'appelle la trousse de premiers soins psychologiques, que je pense qu'on doit tous avoir un petit peu en tête. Vous savez, je pense que ce serait faux de dire, moi-même, là, dans les dernières semaines, il y a des moments ou d'autres où tout d'un coup, malgré toute notre bonne volonté, l'anxiété, elle veut monter. Moi, j'appelle ça même des fois une bouffée d'anxiété. On le sent, là, tout d'un coup, on a mal à la gorge, c'est peut-être le coronavirus, puis là, ça nous saisit, cette anxiété-là. Quoi faire rapidement quand ça nous saisit? Écoutez, c'est là que la trousse de soins psychologiques est importante. La respiration. Ne pas sous-estimer des bonnes respirations, pas du haut du corps ici, là. Vraiment des respirations profondes abdominales. Ça peut beaucoup nous calmer. Des fois, ça peut être d'appeler quelqu'un. Évidemment, pas sous-estimer le soutien social en ce moment. Puis, je vous encourage aussi à avoir un peu comme un slogan. Vous savez, le fameux « ça va bien aller » au Québec. Je pense que c'est pas pour rien que je pense que c'est un slogan qui parle aux gens. Et je vous encourage aussi à avoir, vous, peut-être une petite phrase mentale à vous dire quand tout d'un coup, vous sentez l'anxiété monter. Je vous donne un exemple. Ça peut être, moi, j'aime beaucoup la phrase « la situation est temporaire ». Cette pandémie est temporaire. Il y a des gens aussi qui aiment bien se dire « respire ». Donc, ils se parlent un petit peu à eux-mêmes en se disant « OK, on respire, on se calme ». Important peut-être de vous trouver un petit slogan qui vous conviendrait. Et ma troisième et dernière stratégie que j'aime beaucoup, c'est de se rappeler de miser sur nos forces. C'est-à-dire que oui, on s'entend, la pandémie est exceptionnelle, est nouvelle, on n'a jamais vu rien comme ça, mais dans les dernières années, évidemment. Mais en fait, c'est de se dire qu'on a tous et chacun déjà traversé des épreuves dans notre vie. On a connu certaines formes d'adversité, tous et chacun, puis c'est de se dire, qu'est-ce qui, moi, m'a déjà aidé à traverser des épreuves? Quelles sont mes forces? Quelles sont les ressources sur lesquelles je peux m'appuyer pour m'adapter? Et on peut penser que les forces qui vous ont déjà servi, sont encore d'actualité aujourd'hui. Puis des fois aussi, ça peut aider de regarder, ne serait-ce qu'en arrière, la journée qu'on vient de traverser et de se dire, vous savez, ça c'est très documenté dans la littérature, se dire 2 ou 3 éléments qui ont bien été aujourd'hui avant de s'endormir. Ça aussi, c'est une stratégie efficace. Donc, si on résume, je vous ai dit se poser des questions plus court terme par rapport à notre état, des actions qu'on peut poser. Deuxième stratégie, connaître notre trousse de premiers soins psychologiques si jamais l'anxiété monte.
Et la troisième, miser sur nos forces et ce qui nous a déjà servi. Et donc, un dernier mot là en conclusion. Je vous ai donné plusieurs stratégies. C'est sûr, des fois, hein, c'est même pour moi, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et donc, je vous encourage, s'il vous plaît, si jamais vous voyez que, bon, malgré certaines tentatives, c'est plus difficile, ne pas hésiter à appeler, à utiliser les ressources. Les ressources sont là pour ça, pardon. Et je voudrais vous laisser d'ailleurs sur une ressource, en fait, qu'on peut juste taper dans Google, une ressource gouvernementale que j'aime beaucoup. Ça s'appelle « On protège aussi sa santé mentale ». Et il y en a une pour quand on est à la maison ou quand on doit aller travailler. Donc, on protège aussi sa santé mentale. Vous trouverez tout plein d'informations là-dessus. Et c'est un peu le message sur lequel je veux vous laisser aussi, de bien faire attention, bien sûr, à votre santé physique, mais aussi à votre santé mentale. Puis, je serai disponible pour des questions. Merci beaucoup, Dr. Regnault. Alors maintenant, vous avez la possibilité de nous envoyer vos questions par écrit dans la fenêtre de clavardage. Nous pourrons les transmettre aux conférenciers. Alors, Dr. Stapp, j'aurais une première question pour vous. Y a-t-il eu des cas de personnes qui ont eu un AVC et qui ont eu le COVID? Et puis, quels ont été les résultats? Y a-t-il des différences entre les adultes et les enfants? Oui, alors on a en effet eu des cas qui ont eu un AVC et une infection à COVID, et c'est probablement deux événements indépendants l'un de l'autre. Alors, l'AVC a une large fourchette de gravité. Hein, pour être très simple, il y a des AVC graves et des AVC moins graves. Et indépendamment, une infection à COVID, il y a aussi une fourchette. Il y a des infections qui sont asymptomatiques et des infections gravissimes desquelles on peut mourir. Voilà. Et donc, puisque les deux sont pas directement liés dans la majorité des cas, donc les cas qu'on a vus ici, c'est des cas des contaminations COVID, mais sans complications COVID graves, donc les patients ont eu de la chance. Mais voilà, donc oui, ça existe. Et puis, pour une distinction entre adultes et enfants, bah, voilà, donc puisque les deux phénomènes sont indépendants l'un de l'autre, les AVC augmentent en probabilité avec l'âge, et indépendamment, la gravité d'une infection à COVID-19 augmente aussi avec l'âge. Voilà. Donc, les enfants peuvent être contaminés, infectés, mais ont plus probablement une atteinte bénigne, voire asymptomatique. Voilà. Et les AVC chez les enfants restent une exception très rare. Je ne veux pas dire que ça n'existe pas, mais c'est très rare. Merci. Nous avons une question pour Dr. Noiseux. Pour un patient qui a eu une chirurgie cardiaque récente, devrait-il porter un masque lorsqu'il sort pour aller chercher ses médicaments à la pharmacie? La question est bonne, mais la question d'actualité est de suivre les recommandations. Et pas plus tard que moins de 48 heures, il a été suggéré par les agences sanitaires de porter un masque pour tout le monde lorsqu'on va dehors. Fait que la réponse, je dirais que oui. Mais en réalité, il faut comprendre une chose, que lorsqu'on a déjà eu, par exemple, l'opération, on n'est pas plus à risque encore d'attraper le virus. Ça, c'est important de le savoir. Mais encore une fois, que les symptômes, si jamais on l'attrape, pourraient être plus dangereux. Alors, moi, je recommanderais personnellement à tous mes patients de porter un masque jusqu'à ce que les autorités nous confirment que c'est plus vraiment nécessaire ou indiqué. Moi, je suggère que oui. Merci. Une question pour Dr. Regnault. Alors, avec l'anxiété que les gens vivent et aussi que les appointements, les rendez-vous sont retardés. Alors, est-ce que vous avez des suggestions? Comment vivre cette anxiété-là en attendant justement notre rendez-vous qui a été reporté? On ne vous entend pas, Dr. Regnault.
Merci beaucoup. J'ai remis mon micro. Là, c'est bon, j'imagine? Oui, on vous entend. Oui, merci. Donc oui, ce que je disais, c'est qu'en effet, hein, ça peut être stressant de se dire, ben là, quand sera mon prochain rendez-vous? Pourquoi il a été retardé? Je pense que c'est important de se rappeler que, comme on le disait, tant que c'est pas une urgence médicale, c'est aussi au bon jugement des cliniques que si elles ont retardé les rendez-vous, c'est que c'est correct pour le moment. Pas hésiter quand même à contacter si jamais il y a besoin. Et entre-temps, les stratégies habituelles pour l'anxiété, rester dans sa routine, faire des choses plaisantes, essayer aussi de se distraire l'esprit, hein, parce que sinon on peut y penser pendant toute la journée. Là, ça va être quand mon prochain rendez-vous? Oh mon Dieu, s'il arrive quelque chose d'ici là. Donc, comme on disait, essayer de s'apaiser, essayer de se distraire, puis continuer de prendre soin de soi aussi, ce qui est encore de notre contrôle pour tout ce qu'on fait déjà bien médicalement pour nous-mêmes. Merci beaucoup. Une autre question pour Dr. Staff. Pour ceux sur warfarine qui voulaient changer de médicament pour d'autres molécules qui nécessitent moins de surveillance, est-ce que c'est le bon moment pour en discuter avec son médecin? Oui, excellente question. Donc, très globalement, pour ceux qui connaissent moins bien la manière, il y a des patients qui ont fait des AVC ou qui sont à risque d'AVC à cause d'une maladie cardiaque qui risque de produire des caillots de sang. Et donc, il faut prendre des médicaments qu'on appelle les anticoagulants. Autrefois, et durant très longtemps, c'était le Coumadin, la warfarine. Et depuis quelques années, nous avons des médicaments qui sont plus faciles à gérer, notamment parce que on n'a pas besoin de faire des prises de sang de contrôle. Dans le contexte actuel, ça veut dire moins de contacts, moins de déplacements, et donc évidemment facile à gérer à un moment où il faut moins se déplacer et moins rester en contact avec des gens. Alors là, la question contient déjà la réponse. Ça peut être le bon moment, mais il faut en parler avec son médecin parce qu'il y a des conditions cardiaques qui ne se prêtent pas à un changement de médicament. Donc, des maladies valvulaires qui nécessitent un traitement par Coumadin, par exemple, dans la majorité des cas, ne pourront pas prendre l'une des nouvelles molécules. Par contre, une condition assez fréquente qui s'appelle la fibrillation auriculaire, un trouble du rythme qui peut être l'étiologie d'un AVC ischémique. Pour ces patients-là, ça peut tout à fait être le moment de changer de médicament. Il faut absolument en parler avec son médecin qui connaît le dossier, les conditions qui ont fait qu'on soit anticoagulé, mais ça peut tout à fait se faire. Et j'espère que beaucoup parmi vous ont l'expérience que les suivis par vos médecins se font quand même par téléphone, par téléconsultation, que les renouvellements, les changements de prescription avec les pharmaciens se font par téléphone ou par fax. En général, dans le système de santé, on a essayé justement de régler tout ce type de discussion et de problèmes sur arrière-fond de la pandémie actuelle. Merci, Dr. Staff. Question pour Dr. Noiseux. Une personne était censée suivre de la réadaptation cardiaque dans un groupe, mais ça a été annulé. Alors, cette personne-là a peur de faire des exercices sans supervision à la maison. Alors, avez-vous des suggestions, des avis? Ben, c'est une bonne question. Écoutez, on a eu la même question d'un patient la semaine dernière, justement. C'est certain qu'avec toutes les mesures aujourd'hui, il n'y a pas de visite possible. Et puis, c'est important de reprendre la réadaptation, je veux dire. Puis, en même temps, il faut s'occuper à la maison. La suggestion qu'on peut faire aux patients, il existe quand même une façon là, de rejoindre chez nous les physiothérapeutes, les ergos. Il y a des programmes qui sont déjà tout faits. Donc, c'est très facile aujourd'hui de contacter les agences puis d'obtenir
genre de programme qu'on peut faire à la maison. Malheureusement, il n'y a pas de supervision possible pour l'instant, mais aujourd'hui, je suis certain qu'avec YouTube ou d'autres plateformes, on peut trouver des exercices à faire. L'important qu'il faut bien dire aux patients, c'est de ne pas commencer quelque chose qu'on n'est pas certain pour éviter de se blesser, justement. Je pense qu'ici, comme dans n'importe quelle situation, c'est le gros bon sens qui prime. On dit toujours aux patients, il faut y aller tranquillement. Écoutez, il fait beau dehors, on a encore le droit d'aller se promener, juste marcher, juste se remettre en forme. Après un infarctus ou après une opération, il faut comprendre une chose qui s'est passée des semaines, voire des mois avant que l'on puisse reprendre des activités. Donc, il faut y aller avec des activités légères. La marche est une bonne chose, éviter le vélo pour pas tomber. Évidemment, ceux qui ont des plaies aussi, il faut surveiller. Alors, je pense que d'aller faire la marche, surtout qu'on est en période qui va faire de plus en plus beau, tout en suivant évidemment les recommandations, c'est déjà une belle façon de commencer. À la maison, faire des étirements ou avec des poids légers. Encore une fois, il existe certainement sur YouTube. Là, j'en ai pas trouvé personnellement. J'ai pas eu l'occasion, mais je suis sûr qu'on peut trouver des petits programmes disponibles pour des patients en ligne. Il me fera plaisir d'approfondir le sujet personnellement. Là. Je vais revoir après. Si jamais je trouve quelque chose, je pourrais vous aviser. Parfait, merci, Dr. Noiseux. Une question pour Dr. Regnault. Comment faire pour diminuer et limiter l'impact de notre anxiété sur celle de nos jeunes enfants à la maison, pour ceux qui travaillent à temps plein à la maison et aussi qui ont déjà eu une condition cardiaque dans le passé? Oui, tout à fait. C'est une très bonne question. Là, tout le point, évidemment, de conciliation travail-famille, hein, qui est tout un défi à partir du moment où on est en télétravail pour beaucoup d'entre nous. J'encouragerais les gens, il y a de plus en plus de ressources sur Internet aussi sur comment verbaliser, communiquer au sujet de la COVID-19 à nos enfants, parce que je pense qu'on l'idée, c'est pas non plus de s'improviser, hein, c'est d'avoir les bons mots et des fois d'aller chercher des ressources. Ça peut beaucoup aider, ça va les rassurer eux aussi. Puis pour ce qui est de la question, en effet, on le sait, hein, l'anxiété qui évidemment peut créer même des fois des palpitations, des douleurs thoraciques. Là aussi, hein, des fois de voir comment la respiration ou même des fois, je vous dirais, de changer de pièce, d'aller si possible sur votre balcon ou juste un peu dehors devant chez vous, là, pour voir s'il y a moyen d'éviter peut-être une montée anxieuse avec des palpitations et d'utiliser des slogans mentaux, de la respiration, des stratégies à très, très court terme pour éviter une escalade d'anxiété qui ensuite, je vous dirais, est un petit peu plus dure à rattraper. Hein. C'est important de le prendre le plus vite possible. Merci. Dr. Staff, dans la période actuelle de distanciation sociale, comment prend-on soin d'un membre de notre entourage qui vient d'avoir un AVC et qui vit seul? Oui, il y a deux volets. Alors, ce qui est difficile pour nous, les équipes aussi, c'est les patients qui arrivent à l'hôpital. Et normalement, on prend soin non seulement des patients, mais aussi des membres de la famille pour leur expliquer la situation, leur expliquer quelles sont les prochaines étapes et tout ça, accompagner le patient et son entourage. Et ça, pour nous, c'est devenu beaucoup plus difficile par téléphone, notamment chez des patients qui ont des problèmes médicaux graves. Donc là, on dit c'est difficile d'être seul quand on est très malade. Le docteur aussi aimerait bien prendre la famille autour du lit et discuter tous ensemble. Donc ça, c'est notre côté. Pour les familles, pareil, vous avez des informations par téléphone, par des docteurs que vous n'avez jamais vus littéralement. Donc vous entendez les voix, parfois il y a plusieurs intervenants et parfois c'est les infirmières, les physiothérapeutes, les psychologues. Malgré ces contraintes, on essaie d'expliquer la situation aux familles, aux proches. Et également, par la suite, on essaie de donner des consignes pour les étapes à prendre, pour les démarches à suivre, pour des patients avec un AVC qui laisse un déficit. Le patient doit passer en réadaptation. Alors tout ça, vous comprenez le contexte, c'est des institutions
hermétiquement fermé. Donc, ce qui fait que, en règle générale, nous, on teste durant le passage par l'hôpital le patient pour une éventuelle contagion à COVID-19 pour ne pas passer un patient positif dans une autre institution. Donc, tout ça, on essaie d'assurer, mais je le reconnais, ce sera plus difficile pour les familles d'accompagner les patients durant le parcours intra-institutionnel, hôpital, centre de réadaptation, etc. Alors, je sais que nos collègues, pour à la fin du parcours, qui aident les patients, qui les préparent au retour à domicile, nos collègues en réadaptation se mettent en contact également direct avec les familles qui vont accueillir les patients pour mettre en place des aides à domicile, des installations supplémentaires parfois et qui essayent de donner des conseils pour les prochaines étapes. On ne peut faire différemment, on essaie de le faire le mieux possible, par téléphone, par vidéoconférence, par tous nos moyens de communication dont on dispose heureusement aujourd'hui. Parfait, merci. Docteur Noiseux, une personne ayant eu une cardiopathie congénitale, mais dont le problème a été résolu avec médicaments et chirurgie, est-elle plus à risque de complications si elle contracte le COVID-19? Mais comme tout autre patient qui a été traité pour un problème médical aussi grave pour elle, il faut concevoir que s'il n'y a pas de problème d'immunosuppression sous-jacente, donc si ce n'est pas un patient qui est un greffé cardiaque, par exemple, pour les cardiomyopathies congénitales, mais si c'est quelque chose, par exemple, juste une petite malformation pour laquelle un trou dans le cœur, par exemple, aurait pu être corrigé, faut concevoir que la personne retombe, si on veut, avec une santé très comparable à un individu qui n'aurait pas eu d'autres maladies à côté, à moins d'avoir, comme je dis, certains médicaments qui pourraient avoir des effets secondaires ou atteindre l'état immunologique ou immunosuppression. Sinon, il faut concevoir qu'il serait au même niveau, surtout si ça fait très longtemps qu'il serait au même état qu'un individu normal. Disons. Parfait. Merci beaucoup. Alors, je vois que le temps file. Merci beaucoup à nos trois conférenciers d'avoir pris le temps de répondre à vos questions et d'explorer des stratégies pour préserver la santé durant cette période de pandémie. J'aimerais simplement vous mentionner de vous assurer que vous êtes bel et bien inscrit à la formation via la plateforme GoToWebinar. Ceci nous permet d'un côté de connaître le nombre de participants, mais aussi de vous transmettre par la suite le lien pour écouter l'enregistrement du webinaire sur YouTube, ainsi qu'un court sondage pour avoir vos commentaires et suggestions qui vous donnera accès à un certificat de participation. C'est très important pour nous de recevoir votre rétroaction pour nos futurs webinaires. Je vous invite à aller sur le site web de la Fondation. Vous pouvez participer à nos communautés en ligne pour les patients qui ont eu une maladie cardiaque, un AVC, et aussi on a une communauté en ligne pour les proches aidants qui peuvent communiquer entre eux. Alors, merci encore à nos conférenciers, c'était excellent. Merci à tous d'être présents au webinaire et restez à l'affût de nos prochains webinaires qui seront tenus très régulièrement. Alors, entre-temps, prenez soin de vous et au plaisir de vous retrouver bientôt. Bonsoir.